Bonjour à toutes et tous. Bonjour Christine. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Bienvenue à cette visioconférence sur la connaissance des primo-arrivants. Donc, quelques informations techniques. Vos micros sont coupés. Le chat est à votre disposition pour poser les questions. Et donc, vous recevrez le support de l'intervention et le replay prochainement. Et à la fin de l'intervention, eh bien, je vous demanderai de bien vouloir répondre au sondage que nous avons mis en place. Donc, bien l'objectif de cette intervention sur la connaissance des primo-arrivants proposée par ONFAR s'inscrit dans le cadre d'un travail de cartographie de l'offre de formation réalisé par les CARIFOREF depuis plusieurs années et d'une réponse via notre réseau de CARIFOREF, donc le RCO, à un appel à projet lancé en 2020 par la Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, donc la DIAN, portant sur la professionnalisation des acteurs de l'écosystème de l'intégration des primo-arrivants et des réfugiés. Donc à mes côtés, enfin presque, je vous présente Valérie Fontenil, qui est formatrice et consultante de Connect Formation et qui travaille depuis de nombreuses années dans l'écosystème de l'intégration. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Christine, merci de m'accueillir et ravie d'être avec vous aujourd'hui, messieurs, dames, pour partager des informations sur le public primo-arrivant. Merci Valérie. Donc juste pour un rappel contextuel, la politique française d'intégration menée en direction des étrangers primo-arrivants est portée par le ministère de l'Intérieur. Au sein de celui-ci, c'est la Direction générale des étrangers en France, la DGEF, qui conçoit et pilote les politiques d'immigration et d'intégration. La Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, donc la DIAN, est placée au sein de la Direction générale des étrangers en France. Elle est chargée de concevoir et de mettre en œuvre la politique publique d'accueil, d'accompagnement des étrangers et d'accès à la nationalité française. Donc, juste aussi un petit rappel, c'est que les lois du 7 mars 2016 et du 10 septembre 2018 viennent renforcer les dispositifs d'accueil et d'intégration des étrangers primo-arrivants et réfugiés, qui s'articulent autour de 4 axes: la maîtrise de la langue française, la formation civique et la participation à la vie de la société, l'accès à l'emploi et la prise en compte de certaines situations particulières comme celle des réfugiés. C'est donc dans cet esprit que nous avons envisagé cette intervention et nous vous proposons de connaître les primo-arrivants pour les informer, faciliter l'accueil et organiser un parcours d'intégration socio-professionnelle adapté. Donc Valérie, je vous laisse vous présenter et nous en dire un peu plus sur les primo-arrivants, notamment qui sont-ils et d'où viennent-ils? Tout à fait. Valérie, à vous la parole. Merci. Je réponds, j'ai vu qu'il y avait une question sur le replay. Oui, il y aura bien un replay disponible à l'issue du webinaire. J'ai fait une petite faute en tapant replay, j'ai voulu taper vite, mais voilà, vous aurez le compte rendu et le support vous sera également distribué. Donc voilà, n'hésitez pas. Il sera peut-être, aujourd'hui, il est comme, voilà, tel que je l'ai conçu. Néanmoins, il sera incrémenté des réponses à vos questions. Si jamais il y avait des questions particulières, je rajouterai bien sûr des slides si le besoin s'en faisait sentir. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions dont vous avez l'idée. Enfin, s'il y a quelque chose qui apparaît au fil de l'eau. J'ai une préférence pour des questions au fil de l'eau puisque ça permet déjà une interaction. Parce que le webinaire, je suis pas toute seule, j'ai envie d'échanger malgré tout. Néanmoins, comme il y a plusieurs parties, peut-être je ne répondrai pas parce que je ne vais pas regarder le chat pour ne pas me disperser trop. À chaque fin de partie, j'accorderai un petit temps pour regarder les questions et y répondre. Voilà, un petit peu comment j'envisage d'animer ce webinaire. Bien sûr, Christine est à mes côtés, donc si elle voyait quelque chose d'important, Christine, je compte sur vous pour me faire un grand signe et me dire attention, attention, il y a une question. Voilà, tout à fait. Bon.
Alors, en fait, donc moi je suis Valérie Fontenille, j'interviens dans le milieu de l'intégration et de l'interculturalité depuis de nombreuses années. D'une part dans mon ancienne vie professionnelle où j'ai accueilli beaucoup d'expatriés. Alors c'est une population différente bien sûr des réfugiés et voilà, mais il n'en reste pas moins que certaines problématiques restent les mêmes, à savoir la difficulté de s'intégrer. Et depuis quelques années, je suis passée de l'autre côté en étant formatrice parce que voilà, j'avais senti qu'il y avait un besoin de former les gens à l'interculturalité, à l'intégration des gens qui sont différents de nous. Voilà, donc pour ce qui est de moi. Ce que je vous propose comme programme, en fait j'envisage, j'ai des petites règles, j'ai mes petites marottes, on va dire. J'aime bien que dans un module, on respecte des règles, j'aime bien annoncer le programme. Et puis, si vous pouvez vous présenter, bien évidemment, alors ça sera via le chat, mais je vois déjà, par exemple, que Swazik l'a fait en disant « Mission locale Bourgogne-Hivernaise ». Bienvenue à vous tous. Et voilà, donc ça sera juste pour me permettre de voir un petit peu qui est là. Voilà. Dans les règles à respecter, en fait, pour moi, il est important que dans toute formation, tout webinaire, ou alors que ce soit une formation en ligne ou une formation en présentiel, on respecte des règles comme participer, parce que si on ne participe pas, c'est moins vivant, c'est voilà. D'accueillir les questions, accueillir les remarques. Il est important que, il n'y a pas de bonnes, de mauvaises questions. Il y a juste des questions et des interrogations auxquelles il est nécessaire d'apporter des réponses. C'est important de se respecter. Alors, évidemment, là, vous allez vous dire, bah oui, mais on se connaît pas, on se voit pas. Mais voilà, c'est quand même pour moi important de respecter ce que l'autre peut penser, peut dire, peut écrire. Voilà. Oser. Alors là, pour moi, ça, c'est le maître mot dans les formations. Oser dire, oser poser des questions. Et puis aussi prendre du plaisir parce qu'on va être là 2 heures ensemble. Donc voilà, le but, c'est qu'on y trouve toutes et tous du plaisir. Voilà, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres règles que vous voudriez voir appliquées ou qui vous viennent, qui sont importantes pour vous? Je ne sais pas, je vais avancer et puis vous me direz. Donc, merci Lise, merci Audrey, merci Fabienne. J'ai pas tout vu parce que je parlais en même temps. Christian, Anne, Clara, Sébastien, Ophélie, Déborah, Evelyne, Lucie. Bienvenue à tous. J'en oublie, ne m'en veuillez pas, mais en tout cas, bienvenue à tous et toutes. Donc, le programme de cet après-midi, de ces 2 heures que nous allons passer ensemble, moi, je voulais revenir sur un petit peu les chiffres de l'immigration en 2020, puisque c'est une année qui est un petit peu différente des autres, avec la crise sanitaire. Bien évidemment, on va passer du temps sur la définition des différents statuts, les origines et les conséquences du parcours migratoire, parce qu'effectivement, selon que l'on est réfugié ou migrant économique ou migrant culturel, enfin on va dire étudiant, les causes et les conséquences, et surtout les conséquences ne sont pas les mêmes au niveau du parcours d'intégration. Nous aborderons également les droits, les obligations et les démarches des primo-arrivants pour favoriser leur insertion professionnelle. On fera un petit point sur les actions de l'ADIER, que vous connaissez peut-être, qui est la délégation interministérielle pour l'intégration des réfugiés et à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Excusez-moi, j'avais oublié le A. Et on parlera ensuite un petit peu des leviers d'intégration des primo-arrivants, parce qu'il y a beaucoup de politique en ce moment. Il y a une accélération sur comment faire pour intégrer les primo-arrivants. Et puis là, on le voit, notre président met vraiment un accent sur les statuts réfugiés, les non-réfugiés. Enfin, ça commence à être un débat qui devient houleux. Donc voilà, c'est important de bien identifier les personnes que l'on doit intégrer pour que tout se passe bien, et pour nous, autochtones, entre guillemets, et pour eux qui arrivent sur le territoire. Voilà. Christine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à cela?
Oh non, pas pour l'instant. Merci. D'accord. Donc, bonjour Jean-Louis. Enfin, je vois que vous arrivez tous au fil de l'eau. Vraiment, bonjour à toutes et tous et merci d'être présents en tout cas. Donc, les chiffres de l'immigration en 2020. Donc, c'est une année particulière. 2020, avec la crise sanitaire, a quand même fait diminuer le nombre d'arrivées des primo-arrivants et les chiffres de l'immigration ont chuté de près de 30%, même d'un peu plus de 30% globalement. Et on peut retenir que, en fait, avant, le premier pays qui avait des migrants, c'était la Chine. Étant donné que eux, ils ont carrément fermé les frontières, que les Chinois n'ont plus le droit de sortir de Chine et que et que même les Chinois hors de Chine ont du mal à rentrer chez eux puisqu'il y a une politique très très dure par rapport au coronavirus. Finalement, eux qui étaient le premier pays avec en émigration et en immigration dans les pays autres, en tout cas en France, sont passés à la 4e position. L'immigration économique est la plus touchée puisque l'immigration économique touche tous les gens qui viennent pour travailler en France. Donc, les expatriations, de la même façon, se sont arrêtées puisque beaucoup moins de pays pouvaient expatrier ou en tout cas, nous-mêmes avons fermé quand même les portes à certains pays. Le motif familial reste le premier motif d'attribution d'un titre de séjour, quoi qu'il en soit, puisque malgré tout, il y a eu des regroupements familiaux qui ont été faits. Le motif humanitaire accuse une baisse, mais c'est peut-être le motif qui a accusé la baisse la moins importante en 2020. Parce que malgré tout, crise ou pas crise, les réfugiés, c'est les demandeurs d'asile et les réfugiés pour le motif humanitaire, crise ou pas crise de toute façon, et ça a même peut-être aggravé, peut-être, c'est même sûr, ils ont eu besoin de quitter leur pays où leurs droits d'être humain n'étaient plus du tout respectés. Et l'immigration s'est quand même poursuivie avec un ralentissement, mais en tout cas, c'est resté quand même très... je dirais que c'est là où la baisse est fait le moins sentir. Les éloignements des étrangers en situation irrégulière, bien évidemment, sont en forte baisse puisqu'il y a quand même eu beaucoup moins d'immigration irrégulière. Le Gouda a accusé une baisse de 32,8% de demandes. Alors, le Gouda, c'est le guichet unique des demandes d'asile. Et effectivement, comme il y a eu une baisse de l'immigration globalement, le Gouda a accusé une baisse de 32. Enfin, voilà, ça se fait par. Comment on dit ? C'est par ricochet, de toute façon, on arrive au fait que, y a un moment donné, il y a moins de demandes qui se fait. Et l'OFPRA et le CNDA ont prononcé 34,5% d'admission au statut de réfugié. En moins, c'est 4% de moins que l'année précédente. Alors, l'OFPRA, c'est l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. En fait, les réfugiés, ils passent par le Gouda, dans les démarches, mais on verra ça un petit peu plus tard. Les réfugiés leur demande de résidence en France est traitée par l'OFPRA, et une fois que l'OFPRA a répondu oui ou non, il peut y avoir un recours au CNDA. Le CNDA, c'est excusez-moi. C'est la Cour nationale du droit d'asile qui donc arrive en recours lorsque l'OFPRA dit non. Voilà. Donc, il arrive quand même qu'il y ait des refus sur les demandes. On reviendra un petit peu plus tard sur les démarches et comment elles peuvent être étudiées et à partir de quoi ils estiment qu'un réfugié peut avoir le statut un demandeur d'asile peut avoir un statut de réfugié. On en reparlera un petit peu ultérieurement. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions ? A priori, non. Donc, je continue. Non. Oui. Pour le coup, je vais rentrer un petit peu dans les chiffres clés de l'immigration et c'est ce que je vous disais dans les grandes lignes.
Donc, alors, les chiffres de 2020 sont encore estimés, puisqu'il leur faut quand même quasiment toute l'année 2021 pour avoir des chiffres sûrs. Hein. Mais on peut voir vraiment que le motif économique a chuté quand même de moins 30%. Le motif familial qui enregistre quand même le plus grand nombre de demandes, puisque sur les 220 000, il y en a 75 000 qui sont pour le motif familial, c'est moins 17%. Les étudiants, qui sont quand même importants, il n'y a eu que 72 000 environ demandes, donc ça représente quand même une chute de moins 20%. Le motif humanitaire, donc les réfugiés, les demandeurs d'asile, il y en a eu pour 32 000, enfin, il y a eu 32 000 demandes, enfin 32 000 entrées. Et ça représente que, enfin, en fait, voilà, ce que je vous disais, c'est que ça a enregistré que moins 15% de baisse, alors que vraiment tous les autres ont chuté, si ce n'est le motif familial. Et dans le divers, alors c'est un petit peu toutes les demandes qu'on ne sait pas où mettre, les catégorisations. En France, on a 10 catégories de migrants. On en reconnaît 7 d'une façon générale au niveau de l'Europe, mais voilà, la France en a 10 et on pourrait décliner ça, mais vraiment encore très loin, parce qu'en fait, presque chaque cas est un cas à part. Donc voilà, donc dans le divers, c'est tous ceux où on ne sait pas trop quoi faire. Ça peut être des scientifiques étudiants, mais pas vraiment scientifiques. C'est pas non plus des artistes, parce que les artistes rentrent dans le domaine économique, les scientifiques aussi. Et puis en même temps, si ça croise avec le familial, on va pas trop savoir où les mettre. Donc voilà, finalement, il y a une case divers qui regroupe un petit peu tous les cas qu'on ne sait pas trop comment répertorier aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc, pour que ça parle plus, je vous ai mis les courbes que ça représente, de façon à ce que, voilà, parce que les chiffres juste comme ça, à moins d'avoir une lecture directe dans son esprit, on ne voit pas forcément ce que ça peut représenter sur plusieurs années. Et pour le coup, je trouve que les courbes sont beaucoup plus parlantes. Voilà, on voit bien que l'immigration a eu tendance à monter globalement. Le motif familial est resté toujours sur une courbe haute. Mais voilà, ça accuse une chute en 2020. Les étudiants qui étaient en croissance, pareil, tout le temps, depuis, voilà, en fait, l'année 2020, la crise économique a vraiment fait chuter l'immigration en France. Ça sera intéressant de voir en 2022 ce que les chiffres donneront pour 2021. Est-ce que la chute, enfin la baisse s'est poursuivie ou est-ce que c'est remonté? Voilà, c'est vrai qu'avec quand même le confinement qui prend fin seulement maintenant, mais les mesures sont quand même sanitaires au niveau des frontières sont toujours les mêmes. Je ne suis pas sûre que ça remonte beaucoup en 2021. Donc, à suivre de toute façon de très près. Il n'en reste pas moins que, même s'il y en a moins, l'accueil reste toujours le même et leur problématique n'en est pas moins forte en tout cas. En fait, je vous ai mis des chiffres clés de la demande d'asile et pareil, on voit bien que ça a énormément chuté et qu'il y a une chute de près de 30% globalement des demandes d'asile, qui est, c'est beaucoup. Mais il y a eu quand même beaucoup moins d'immigration au départ. Enfin, l'année. Donc là, c'est juste une confirmation. On voit sur ce tableau qu'on parle de la Gouda, justement. Donc la Gouda a enregistré 38% de baisse. Et on voit bien que derrière, une fois qu'il y a eu l'OFPRA qui est passé, on voit bien que le CNDA aussi a traité moins de dossiers l'année dernière. Donc là, c'est de la même façon, c'est les courbes qui représentent les chiffres que je viens de vous montrer. Mais là, ça reprend depuis 1992, donc on voit bien qu'il y a eu des périodes plus fastes, mais en 2019, on était quand même arrivé à des points très, très forts de demande d'asile en tout cas. Et voilà, et donc la chute qui est toujours la même, vraiment, 2020, c'est notoire. Et donc, pour les chiffres clés de la demande d'asile, il y avait des pays. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la Chine. Elle n'apparaît pas ici
parce que la Chine, c'est pas forcément des demandes d'asile. La Chine, c'est essentiellement des migrants économiques et des migrants étudiants. Beaucoup d'étudiants viennent en France, parfois transforment d'ailleurs ce moment-là pour demander la nationalité française pour ne pas retourner en Chine. Il m'est arrivé dans ma vie professionnelle justement d'avoir une collaboratrice qui était expatriée de Chine, qui en a profité pour faire sa naturalisation française et qui, peu de temps après, puisqu'elle était expatriée dans notre entreprise, a été réexpatriée en Chine. Et là, pour le coup, comme elle était devenue française, il a fallu qu'elle fasse les démarches inverses et qu'elle demande un visa, une autorisation de travail en Chine, alors qu'elle était elle était d'origine chinoise, mais elle était devenue française. Voilà. Donc oui, je pense que en Chine, finalement, les étudiants essayent de fuir peut-être un petit peu le régime politique qui est de plus en plus difficile. Et donc, la France et l'Europe, on représente un territoire où on peut apprendre plein de choses. Et voilà. Donc, la Chine n'apparaît pas là, puisque ce ne sont pas des demandes d'asile, en tout cas politiques, ce ne sont pas des réfugiés, en tout cas. On voit bien que l'Afghanistan est le premier pays qui procède à les gens sont immigrés. Ensuite, le Bangladesh. Et alors attendez, parce que j'avais pris des petites notes, voilà, parce que j'ai pas tout retenu. Mais par rapport à le Pakistan, en fait, en 2019, était le 7e pays de provenance des immigrés. La Guinée, était 5e, donc à peu près au même endroit. La Turquie n'était même pas dans les 10 premiers. Elle était bien plus loin dans le tableau. Ensuite, la Côte d'Ivoire est restée la même, enfin c'est la 6e place. Haïti, pareil, était 8e. Le Congo c'est le Congo, pardon, excusez-moi, qui était 8e. Et pour ce qui est de l'Ukraine et la Somalie, pareil, ils n'étaient pas dans le top 10, ils étaient bien au-delà. Donc en fait, ça a vraiment bougé au niveau des pays. Et on voit bien malgré tout que les pays où les conditions de vie sont difficiles, à savoir l'Afghanistan, le Bangladesh, voilà, ils sont vraiment toujours en train d'essayer de venir parce que, oui, leurs droits humains sont quand même très mis à mal dans leur pays d'origine. Voilà. Est-ce que alors, ce que j'ai fait, mais c'est qu'en fait, je vous ai mis des liens dans la présentation que vous recevrez après, où vous pourrez aller consulter tous ces chiffres beaucoup plus profondément et avec plus de temps. Là, c'était les grandes lignes. Le but, c'est que vous ayez une bonne idée, mais les liens, ça permet d'aller creuser la question parce qu'il y a beaucoup de chiffres disponibles et ce qui est fort intéressant en tout cas. Donc voilà, quand vous recevrez le support, vous pourrez aller vous-même voir tous ces chiffres. Est-ce que vous avez des questions avant que nous passions au sujet suivant? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ah, peut-être, Déborah. Mais, bon. Je vais la laisser venir. Bon. Ah. Alors, les demandes d'asile ayant laissé en France, mais les demandeurs d'asile qui ont changé. Alors, les demandes d'asile ayant baissé en France, mais les demandeurs d'asile quittant toujours leur pays, est-ce que cela signifie qu'ils se retrouvent bloqués dans d'autres pays? Oui, en fait, tout dépend où ils arrivent. Il faut savoir qu'une demande d'asile, elle se fait dans... Alors, il y a plusieurs cas. La demande d'asile peut se faire dans le pays où on arrive. En fait, il y a... la loi Dublin, il y a eu il y a quelques années un protocole Dublin qui a été mis en place pour que les demandeurs d'asile ne demandent pas procèdent pas à X demandes d'asile dans les pays divers européens. Il y a un seul pays dans lequel il y a une demande qui peut aboutir.
Et pour le coup, il y a des, comment dire, il faut quand même qu'il y ait je vais trouver mon mot, il y a des conditions en fait pour faire une demande d'asile dans un pays. Il faut peut-être éventuellement que la demande d'asile se fasse, si c'est un regroupement familial par exemple, enfin demandeur d'asile, regroupement familial, il faut que la demande soit faite dans le pays où réside la personne que l'on vient rejoindre. Ça peut être dans le pays où il y a eu un premier titre de séjour qui a été délivré, ou sinon, c'est l'État où le demandeur a franchi illégalement la frontière. Et puis sinon, c'est quand il n'y a aucune de ces conditions qui est regroupée, alors ça peut être une des trois, ça peut être les trois, c'est le premier pays où le demandeur a déposé sa demande. Mais en tout cas, il ne peut pas faire 10 demandes en même temps, c'est une seule demande parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Ce qui n'empêche qu'après, le demandeur d'asile ou le réfugié peut bouger au sein de l'Europe. Alors, généralement, ils ne retournent pas dans leur pays d'origine puisque de toute façon, ils ne peuvent pas y vivre. Et pour être réfugié, la question centrale, c'est est-ce que la personne est réellement en danger? Est-ce que ses droits humains vont être bafoués si elle reste dans son pays? Donc, en fait, c'est vraiment la question c'est à ça qu'on vérifie si la demande est recevable ou pas recevable. Voilà. Oui, les demandeurs d'asile, alors je vois Déborah sur leur trajet, oui, en fait, ils peuvent, par exemple, comme là on voit, il y en a plein qui arrivent à Lampedusa ou à Ceuta, Ceuta. En fait, ils vont à un moment bouger, donc peut-être ils vont pas, sinon en fait l'Espagne ne pourrait pas répondre à toutes les demandes, donc en fait ils continuent leur chemin et à un moment donné ils posent. En tout cas, ils peuvent pas faire une demande en Espagne, ils peuvent pas faire une demande en Grèce, ils le font à un moment donné que dans un seul pays. D'accord, merci Jérôme, en fait. Ah oui, c'est pour qu'on envoie à Jean-Pierre Molera@free.fr le compte-rendu de la réunion, c'est ça? Ok, très bien, tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Déborah, est-ce que j'ai répondu à votre interrogation? Très bien, donc on va continuer. Donc maintenant, nous allons passer... oui, tout à fait. Jérôme dit, c'est tout le côté paradoxal. Il faut différencier chaque situation, chaque demande. Nous accompagnons certaines personnes pour qui il est très difficile d'expliquer leur parcours horrible. Effectivement, c'est très compliqué et il faut du temps. Et c'est vrai que parfois, je pense que l'OFPRA, même s'ils sont profondément bienveillants, malheureusement, ils doivent répondre à des règles du CESEDA. Hein. Le CESEDA, c'est tout ce qui est toute la réglementation du droit d'asile. Alors, est-ce que j'ai des statistiques concernant le public de Syrie et Irak? Je répondrai après, Jérôme. Je vais finir juste sur ce que j'étais en train de dire. Le CESEDA donc, a mis en place des règles à respecter. Mais je pense que parfois, c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas dire que... Enfin, voilà, personne ne rentre réellement dans toutes les cases qui ont été nommées par des règles. Mais effectivement, il faut quand même une règle. Enfin, c'est comme dans tout jeu. Si on joue au foot, s'il n'y a pas de cadre, eh bien, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Non pas que je dis qu'il faut... je ne fais pas d'analogie par rapport aux réfugiés et aux joueurs de foot. Rien à voir. Mais il y a des règles. Et je pense que parfois... à l'étude des cas individuels, les règles peuvent être un petit peu, on va pas dire transgressées, mais on va dire adaptées. Voilà, pour que les personnes ne soient pas obligées de repartir chez elles dans des situations très, très difficiles. Concernant les statistiques sur le public de Syrie et d'Irak, je n'en ai pas vu. En même temps, je n'ai pas fait de focus là-dessus en faisant des recherches sur les chiffres, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux, parce que je sais que je fais attention, parce que je sais, j'ai une amie qui est syrienne et qui est justement entrée
comment dire, en France et tout ça. Et je sais que je regarde assez. Je sais que pour eux, la situation est très compliquée et je n'en ai pas vu j'ai pas vu de statistiques particulières en tout cas. Oui. Et oui, je suis d'accord avec vous, Jérôme. Je ne sais pas si tout le monde voit. Et, Jérôme dit que nombre de personnes qui font des grèves de la faim, et notamment sur le terrain dans les cadres d'apprentissage, pour aider les jeunes à rester en France, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on est à un moment donné de la société c'est en train de changer. Il y a des choses qui changent. Néanmoins, c'est des questions qui sont très lourdes. On est quand même dans un pays où l'administration, malheureusement, est importante et compliquée à faire bouger. Mais je crois qu'il y a quand même une volonté d'améliorer l'intégration des primo-arrivants et de faire en sorte que les gens qui sont là depuis longtemps, qui ne sont pas régularisés, à un moment donné, on leur laisse le droit de rester en France et de bénéficier de tout ce qu'ils ont appris et d'une main-d'œuvre qualifiée. Parce que quand ils sont en France depuis un certain nombre d'années, qu'ils ont fait un apprentissage, ils deviennent une main-d'œuvre qualifiée et qu'il est intéressant pour la France de conserver, bien évidemment. Mais tout ça n'est pas qu'économique, il y a un côté profondément humain, parce que je ne veux pas parler que d'économie, mais je crois que là, on prend conscience de l'ampleur humaine de la problématique des réfugiés aujourd'hui, ce qui n'était probablement pas le cas avant. Donc, je continue. Voilà, donc on va dans les différents statuts. Donc, très souvent, on fait un amalgame du migrant, du primo-arrivant, du réfugié. On met un petit peu tout le monde dans le même panier et voilà. Et en fait, dire qu'un réfugié est un migrant, bien évidemment, dans les faits, c'est le cas, mais parler des migrants en même temps que des réfugiés, c'est ne pas aider le réfugié à être reconnu dans sa difficulté humaine de son parcours d'immigration. Dans son parcours, voilà, ils vivent des choses terribles, déjà au départ de leur pays. Leur parcours pour arriver en Europe est compliqué, ils passent par des camps. Enfin voilà, les femmes ou les jeunes enfants parfois vivent des choses horribles comme des viols, c'est terrible. Donc en fait, tout le parcours de la migration des réfugiés ne doit pas être comparé, ne doit pas être mis en analogie avec le parcours des migrants. Parce qu'un migrant étudiant ne vit pas du tout les mêmes choses, même si c'est pas simple de se retrouver seul et loin de sa famille, ce n'est pas le parcours d'un réfugié qui fuit pour pouvoir juste survivre, quoi. Donc voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, et surtout dans les médias, alors maintenant on parle d'immigration forcée, on parle pour parler des réfugiés, mais pas pour utiliser le mot réfugié, mais toujours pour rester avec le mot migration. Il faut absolument faire le distinguo entre réfugiés et migrants pour rendre à César ce qui appartient à César. Le réfugié vit une vraie difficulté qui n'est pas forcément la même de tout migrant. Et d'ailleurs, un migrant peut se voir refuser un titre de séjour en France ou un statut, par exemple, de demandeur d'asile, s'il fait une demande d'asile, parce que ses droits humains ne sont pas remis en cause dans son pays et qu'il peut y retourner. Donc, voilà, c'est en ça que parfois, le mot migrant, en fait, il faut l'utiliser vraiment d'une façon bien distincte du mot réfugié. Ça, c'est important. Donc, il y a le migrant. Alors oui, effectivement, les réfugiés font partie de la famille des migrants, mais on va quand même le mettre un petit peu à côté. Le réfugié et le demandeur d'asile vont faire partie de la population de la migration humanitaire. Quand ils partent de leur pays, c'est vraiment pour faire valoir, parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, parce qu'ils savent que de toute façon, s'ils retournaient dans leur pays, soit ça serait la peine de mort, soit la lapidation, enfin des sévices, des sévices qu'on nous-mêmes, nous ne pouvons même pas imaginer, tellement c'est hors de notre façon de vivre. Mais voilà, donc ces gens-là, ils ont le statut de réfugiés voilà, parce que c'est leurs droits humains, leurs droits d'être humain qui sont remis en cause.
Et le demandeur d'asile, en fait, c'est le stade juste avant le réfugié. En fait, tout réfugié est d'abord demandeur d'asile. Donc, c'est important de se dire qu'un réfugié sera un demandeur d'asile, mais tout demandeur d'asile n'est pas forcément réfugié. Voilà, donc il y a ce petit hiatus voilà, qui fait que. Donc là, en fait, voilà, dans les différents statuts, il y a le migrant, l'humanitaire, le demandeur d'asile, le réfugié. Il y a le migrant économique, donc celui qui vient chercher du travail en France, celui qui vient amener ses compétences, qui vient, voilà, ou qui vient à un moment donné. Par exemple, les scientifiques, c'est de la migration économique parce que ça peut durer toute une vie, comme ça peut juste durer 10 ans parce que c'est un échange justement pour la science et tout ça. Il y a les migrants étudiants, donc c'est aussi pour avoir, par exemple, une expérience en France de travail. C'est vrai que le système scolaire et le système universitaire en France offrent quand même de belles universités et donc beaucoup d'étudiants viennent en France pour étudier. Par ailleurs, le titre de séjour d'un étudiant permet de travailler. Donc, en même temps, ça permet d'avoir un étudiant peut travailler 964 heures sur son titre de séjour étudiant qui dure 1 an. Donc, 964 heures, c'est plus de 6 mois, enfin, c'est à peu près 6 mois. Donc, c'est pas neutre comme expérience professionnelle, en tout cas. Le motif familial, les migrants pour motif familial, ce sont des migrants qui reviennent pour rejoindre leur famille. Ça peut être des enfants qui étaient restés dans le pays qui viennent rejoindre leur père. Ça peut être une épouse. Voilà, ça peut être une concubine. Néanmoins, quand il s'agit de concubinage et pas de mariage, il faut vraiment prouver que le lien est vrai, sérieux. Enfin, il faut apporter des preuves au niveau de la migration familiale quand il n'y a pas de mariage. Par contre, une personne qui est en France, qui ferait venir une deuxième femme ou une troisième femme parce que dans son pays d'origine, il est polygame et que c'est autorisé, en France, ça ne le serait pas. Il aurait à choisir, en tout cas, il aurait à choisir une des femmes, mais il ne pourrait pas amener ces 3 femmes sous prétexte que ce sont ces 3 femmes puisque la polygamie est interdite en France. Le primo-arrivant, en fait, c'est un migrant qui est là, qui arrive, qui a signé le CIR, donc le contrat d'intégration républicaine, et qui est là qui est dans ses 5 premières années d'immigration. Donc, on est primo-arrivant à partir du moment où on signe le CIR et où on est pendant 5 ans en France. Donc, donc voilà, 5 ans. On pourrait penser qu'au bout de 2-3 ans, une fois qu'on a fait tous nos papiers, qu'on est bien intégré en France, on n'est plus primo-arrivant. Mais non, jusqu'à la 5e année révolue, on est primo-arrivant. Et enfin, le dernier public, alors que j'aurais pu mettre avec, bien évidemment, l'humanitaire, ce sont les bénéficiaires de la protection internationale, donc qui seraient plutôt dans l'humanitaire. C'est en fait les gens où on pense, mais on n'est pas sûr. Autant les réfugiés, ce sont des gens pour qui on reconnaît que leurs droits humains, leurs droits d'être humain sont vraiment remis en cause s'ils repartent dans leur pays. Le bénéficiaire de la protection internationale, la protection subsidiaire, c'est des gens pour qui il y a c'est pas un doute, mais c'est fortement, on pressent fortement que le fait de les renvoyer dans leur pays, ça pourrait remettre en cause leur vie en tout cas. Mais c'est pas sûr autant que pour le réfugié. Ah oui, exactement. Mais voilà, il y a quand même un petit point de détail entre le BPI, comme vous dites, Déborah, et le réfugié. C'est moi qui l'ai mal classé. Je m'en excuse. Donc, je corrigerai ça avant de vous envoyer avant qu'on vous fasse suivre le support. En tout cas, le bénéficiaire de la protection internationale, voilà, il n'est pas certifié, je dirais entre guillemets, bien évidemment, réfugié, mais on a de grandes présomptions sur le fait que même si on le qualifie pas réfugié,
en tout cas, il pourrait, s'il repartait, sa vie serait en danger. Voilà. Non, les primo-arrivants, c'est Clara, c'est toute personne qui signe le CIR. Donc, un étudiant qui va signer le CIR et qui reste en France ou quelqu'un qui vient, voilà, on est primo-arrivant dès lors qu'on signe le CIR et qu'on est là pendant 5 ans. Voilà. Est-ce que vous avez… Oui, dites-moi, Christine. Donc, ça veut dire que finalement, alors, un primo-arrivant peut avoir plusieurs statuts, en quelque sorte, tant que bon, il peut être bénéficiaire de la protection internationale et signer un contrat d'intégration républicaine en même temps. Il le signera. De toute façon, il le signe. Toute personne qui arrive sur le territoire français et qui est en demande de papier signe le CIR de toute façon à un moment donné, même les réfugiés. C'est un engagement à vouloir… le CIR, c'est vraiment le contrat d'intégration républicaine. C'est l'engagement pour toute personne qui demande à avoir un titre de séjour en France à dire « j'accepte les valeurs de la République ». J'accepte leur mise en œuvre et je vais faire en sorte de les mettre moi aussi en œuvre, de respecter la loi, enfin voilà. Si par exemple on découvrait qu'un réfugié, enfin quelqu'un qui fait une demande d'asile pour être réfugié, alors soit il est polygame, soit il a commis des meurtres dans son pays, se verrait malgré tout, même si il est en danger de mort dans son pays, se verrait refuser quand même le statut de réfugié en France. On ne peut pas accepter en France des gens qui ont un passé criminel, en tout cas, ça c'est sûr, et de polygamie. Parce que, en fait, en signant le CIR, ça veut dire… ou alors, il accepte de changer du tout au tout, mais je pense que malgré tout, je ne sais pas. Là-dessus, après, ça serait porter des jugements ou je ne sais pas, enfin voilà, et ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, les règles sont celles-ci. Une personne polygame ne se voit pas, on ne lui accepte pas le statut de réfugié, et une personne qui a commis des actes criminels dans son pays d'origine, même si elle risque la peine de mort dans son pays d'origine, on ne lui donnera pas le statut de réfugié. D'accord. Voilà. Les apatrides, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, en tout cas, sont dans la section humanitaire, je dirais. Donc, il faut, Léa, il faut que je remonte, c'est ce que je disais, il faut que je remonte mon petit pavé bénéficiaire de la protection internationale dans le domaine humanitaire. Et les apatrides, ils sont dans l'humanitaire aussi, je crois, puisque c'est de toute façon l'OFPRA. C'est l'OFPRA qui traite les dossiers des apatrides et oui, c'est dans le cadre des humanitaires puisqu'ils n'ont plus de nationalité et voilà. Donc oui, c'est l'OFPRA qui gère, donc c'est de l'humanitaire. Voilà. Donc, je vais peut-être pas revenir sur tout ce que je viens de vous dire. Je vous ai mis les définitions des différents statuts, migrants, humanitaire, donc avec réfugiés, demandeurs d'asile. Je corrigerai, je rajouterai donc les gens bénéficiaires de la BPI. Je vous ai mis la définition du migrant économique, du migrant étudiant, du statut du regroupement familial. Et puis, là, qu'un primo-arrivant est le bénéficiaire de la protection internationale. De toute façon, tout ce qui est pour les réfugiés et pour les gens qui sont BPI, on s'appuie sur la Convention des Nations Unies de 58 qui a été ensuite agrémentée du protocole de New York de 1967. Et ça n'a pas beaucoup bougé, hein, ça c'est vraiment la base. En fait, quand ils ont mis en place cette Convention des Nations Unies en 1957, ils ont travaillé de telle sorte qu'aujourd'hui, finalement, ils ont tellement travaillé sur le droit humain qu'en fait, il n'y a presque rien à rajouter aujourd'hui. Donc voilà. Donc vraiment, c'est ce qui a été fait en 1957 n'est absolument pas remis en cause. Je dirais qu'on vient rajouter des choses éventuellement, mais ça a tellement été étudié en profondeur et vraiment dans le côté de l'être humain qu'aujourd'hui, il y a quasiment rien à rajouter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque État, en tout cas au niveau de
comment dire, des délivrances de titres, c'est quand même l'État dans lequel arrive le primo-arrivant, enfin le migrant et le réfugié, qui fait ce qu'il veut, entre guillemets. En fait, c'est quand même lui qui est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Néanmoins, c'est lui qui est le dernier maillon. Néanmoins, il doit quand même s'appuyer sur cette Convention des Nations Unies et puis aussi de ce qui est fait en Europe. En Europe, pour le coup, il y a depuis que la convention, enfin, il y a eu l'Europe qui a été mise en place, il y a des règles qui ont été mises. Mais en fait, finalement, on applique d'abord la convention. En fait, c'est la règle de l'État qui va s'appliquer en premier. S'il n'y a pas de réponse dans l'État, on va aller voir ce qui se passe au niveau européen et on voit en même temps la convention. Et en même temps, ça se fait dans l'autre sens. En fait, c'est très, très imbriqué. C'est pas, il y a une seule chose et après on se rapporte, ça marche dans les deux sens en fait. Donc il ne faut pas penser, mais en tout cas c'est l'État qui va délivrer le titre qui est quand même souverain dans sa décision. Voilà. Alors, je vois quelques questions. Comment prouver les liens pour un couple non marié? Alors là, c'est toute la problématique. Je pense que il faut prouver qu'on vivait ensemble avant, qu'on a eu une vie commune. Enfin, en tout cas, en France, c'est ce qu'on dit. Il faut prouver la vie commune. Il faut prouver qu'il y a des projets communs. Il faut qu'il y ait un lien. Ça peut être un couple non marié, mais avec un enfant. Et donc, l'enfant va permettre de faire le lien entre les deux personnes non mariées. C'est compliqué pour les personnes non mariées de prouver le lien, mais ils y arrivent. Enfin, on peut le faire. Pouvez-vous représenter la première page? Oui, je veux bien. Il n'y a pas de souci, Evelyne. Et ensuite, du coup, lorsqu'on dit BPI, alors attendez, cela comprend les réfugiés statutaires et la protection. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, je vous remonte la première page. Hop, c'est celle-ci que vous vouliez, Evelyne? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet? Ah, d'accord. Celle-ci. Evelyne, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes en train de prendre des notes et c'est pour ça, voilà, ou peut-être vous pouvez faire des captures d'écran avec votre téléphone, j'ai aucun souci, mais la présentation vous sera remise, je la partage avec grand plaisir. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que on fasse une petite pause détente parce que là, je vous ai donné plein d'informations et avant de passer à la partie suivante, et puis moi aussi, je vais peut-être en profiter pour aller boire un verre d'eau, c'est que vous vous détendiez, que vous baillez. Je vous retrouve dans 2 minutes, juste le temps d'aller boire un verre d'eau. Christine, je reviens de suite. Pas de problème. Alors voilà. Après, pour vous qui êtes derrière votre écran, souvent, c'est ce que je dis à mes apprenants, étirez-vous, baillez, bougez. C'est important, ça réénergise le cerveau parce que même si vous êtes alerte et que vous êtes très concentré, il y a un moment donné, bouger, ça fait bouger l'énergie, ça retonifie le tout. Donc, n'hésitez pas, je suis là dans 2 minutes, voilà, à peine. Donc, j'espère que vous avez soufflé un petit peu, que vous avez bu. Voilà, parce que c'est vrai qu'en plus de ça, je ne sais pas si vous êtes dans des endroits frais ou pas frais, mais je crois qu'aujourd'hui est une journée très chaude sur toute la France. Donc, voilà, il est important de s'hydrater. Donc, les origines et les conséquences du parcours migratoire. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'origines différentes. En l'occurrence, les parcours migratoires souvent peuvent être issus de guerres, l'Irak, la Syrie, de crises économiques, de crises environnementales, pour des raisons de vouloir améliorer sa vie, pour faire ses études. Et puis, voilà, il y en a encore beaucoup, mais j'ai essayé de mettre les plus grandes cases.
Alors la guerre, évidemment, on pense à la Syrie, à l'Afghanistan, à l'Irak, le Soudan, parce que certains pays d'Afrique sont aussi en guerre. On en parle un peu moins, mais voilà, en fait, c'est presque comme si l'Afrique était un territoire un peu oublié, mais malheureusement, voilà, la guerre existe aussi là-bas, et beaucoup de gens essaient de quitter ces pays. Voilà, la crise économique, ça va être pour essayer de vivre un. Alors avant, on parlait de l'American Dream quand tout le monde voulait aller aux États-Unis parce que ça paraissait fantastique d'aller travailler aux États-Unis. C'était un peu l'Eldorado. C'est vrai que pour les gens qui vivent dans des pays en crise économique, enfin en guerre, ou les difficultés aussi environnementales, hein, les sécheresses, où c'est difficile de trouver à manger, les gens ont envie de venir en Europe en pensant que ça devient un Eldorado et que ça devient le European Dream, comme on pourrait dire. Et voilà. Alors, les gens ne sont pas forcément issus des mêmes pays. Je dirais que dans la crise économique, on voit plutôt des gens des Balkans qui sont des gens de pays extrêmement pauvres, du Maghreb dans certains pays et d'Afrique aussi. La crise environnementale, hein, je dirais que on en a de plus en plus. La sécheresse, les catastrophes naturelles qui poussent les gens à partir de leur pays parce que ce n'est plus vivable. Et ça, je dirais que pour le coup, ils sont en train de découvrir, ça devient une nouvelle catégorie de migrants. Les catastrophes, en fait, et c'est là que je vous disais tout à l'heure, il y a des catégories et on peut en mettre beaucoup. Mais en tout cas, les crises environnementales deviennent une catégorie qui est en train de se développer et qui va créer des besoins différents au niveau de la migration. Parce que c'est vrai que ces gens-là partent, leur vie est en danger parce que il n'y a plus à manger et tout ça. Mais pour autant, leurs droits humains, ce n'est pas comme en temps de guerre, ils ne vont pas mourir. Donc là, ça pose des vraies questions. Est-ce que les crises environnementales font des réfugiés? Est-ce que ça fait voilà. Et là, il y a vraiment un hiatus il y a un petit manque qu'ils sont en train de combler. Ils y travaillent beaucoup dessus parce que de toute façon, à l'avenir, il y en aura de plus en plus de ces migrants environnementaux à cause des catastrophes naturelles. Il y a ceux qui veulent améliorer leur vie parce que, effectivement, le European Dream, on veut trouver une meilleure qualité de vie. C'est vrai que la culture en Europe, en France en particulier, on va rester sur la France, mais ça donne envie. Enfin, il y a quand même un système scolaire qui est quand même bien fait. Il y a un système de soins qui permet d'être soigné. Voilà, donc en fait, les gens sont très attirés par ça. Et aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire ses études. Autant la guerre le motif de la guerre va faire que les gens vont obtenir leur demande d'asile et devenir réfugiés. Autant pour les autres cas, l'amélioration de la vie, les études, la crise environnementale et les crises économiques, c'est étudié à la loupe parce que si la vie des gens n'est pas en danger, on peut les refouler. On peut dire, non, vous rentrez chez vous. Voilà, donc c'est très dur. Mais effectivement, ça peut être des raisons qui font que. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la guerre, la crise économique et la crise environnementale, ça peut aboutir. Alors, à la fois, on peut refouler ces gens qui vont demander la demande d'asile sur ces raisons-là, mais en même temps, on peut l'accepter parce que la crise environnementale va peut-être déclencher une guerre parce que les pays vont vouloir l'eau, l'accès à l'eau, et ça va faire des crises économiques qui vont déboucher sur des guerres. Et dans ce cas-là, voilà. Donc, ces trois premiers pavés, guerre, crise économique, crise environnementale, peuvent être imbriqués. Ça va être, on va dire, des causes géopolitiques qui peuvent déborder l'une sur l'autre et finalement aboutir. Donc, en fonction, et c'est là, comme on disait tout à l'heure, c'est du cas par cas. Tout dépend toujours de l'étude du droit humain, du droit de l'être humain. Est-ce qu'il est respecté? En fait, c'est vraiment ça
la question première du réfugié, quels que soient les thèmes. La guerre, il n'y a pas de doute, mais crise économique, crise environnementale, voilà, on navigue. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui évoluent ces dernières années et qui vont évoluer dans les années à venir. C'est vrai que le climat, la crise climatique va engendrer des crises environnementales et donc une nouvelle catégorie de migrants, puisqu'on les appelle comme ça, on est dans des catégories. Voilà, donc là, on découvre petit à petit et je pense que le système va s'adapter au fil de l'eau et voilà. Mais il faut être sur le terrain et c'est grâce aussi à vous tous, personnes qui êtes sur le terrain et qui font remonter les choses, que les choses bougent et votre action est pour le coup très, très importante. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes qui sont en migration, elles migrent pas pour le plaisir, mais pour répondre à des besoins. Et je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais c'est une pyramide qui dit que, en fait, on répond toujours à des besoins. Et je vous montre cette fameuse pyramide qui est d'abord le besoin primaire, c'est le besoin de survie. Donc, les gens qui assurent leur survie en migrant, en quittant leur pays, eh bien, effectivement, là, c'est des réfugiés parce que c'est ne serait-ce que ça, il faut survivre, c'est vraiment leur droit de vie. Si on ne les accepte pas en tant que réfugiés, c'est plus leur donner le droit de mourir que le droit de vivre. Ensuite, il va venir un deuxième besoin qui va être le besoin de sécurité. Donc, une fois qu'ils ont assuré leur survie, ils vont vouloir, on va répondre, l'être humain va avoir besoin de répondre aux besoins de sécurité. Suite à ça, il va avoir besoin de répondre aux besoins sociaux et c'est là où, mine de rien, c'est que les gens souvent se regroupent et finalement on finit par se dire on fait des communautés de migrants, mais en même temps c'est aussi parce que tout d'un coup je suis comme l'autre, je ne suis pas tout seul et voilà, et le besoin le besoin social d'appartenir à un groupe leur permet de survivre et voilà, et c'est ainsi de suite. En tout cas, c'est un besoin qui arrive en troisième. Arrive après cela le besoin de reconnaissance, d'être reconnu. Et enfin, et là, ça devient le besoin, je dirais, pas le plus difficile à atteindre, mais en tout cas, nos réfugiés et nos migrants n'en sont pas là. C'est le besoin d'autoréalisation et tout ça, mais c'est ce vers quoi on tend à les pousser, puisque l'autoréalisation va permettre l'autonomie. Donc, voilà, cette pyramide permet de comprendre un petit peu le phénomène de la migration. C'est qu'en fait, très souvent, on migre pour quelque chose. Premièrement pour la survie, ensuite pour la sécurité, ensuite pour apprendre, pour un besoin social, pour la reconnaissance, apprendre des choses. Est-ce que vous avez des questions sur cette pyramide et sur les besoins à combler ? Non. Pour l'instant, non. Voilà, donc on va continuer avec les conséquences du parcours migratoire. Alors, les conséquences, elles sont de plusieurs ordres. Elles sont psychologiques, économiques, socio-culturelles et politiques. Alors, politique, c'est pas forcément au niveau de l'individu, ça va être au niveau des pays, tant que ce soit le pays de départ ou le pays d'arrivée. Voilà. Quelqu'un qui va dans les conséquences psychologiques, il va y avoir les parcours migratoires sont parfois tellement difficiles que certaines personnes vont développer des syndromes comme le syndrome de stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle le SSPT, mais aussi le syndrome d'Ulysse, qui est tel Ulysse qui a vécu des vicissitudes pendant tout son voyage. Comment on fait pour dépasser c'est les difficultés, mais comment je les dépasse et comment je suis résilient et tout ça. Je rentrerai pas trop dans ce domaine-là parce que peut-être vous vous êtes déjà inscrit, mais Élan Interculturel va faire une intervention en webinaire aussi avec Christine sur tout ce qui est justement l'interculturalité, les difficultés qu'on peut rencontrer et tout ça. Donc, je ne m'attarderai pas trop sur les aspects psychologiques.
parce que, à mon avis, vous en parlerez dans ce prochain webinaire. Christine vous en parlera tout à l'heure. Mais voilà, dans les conséquences psychologiques, ça veut dire que tous ces syndromes, le syndrome d'Ulysse, le SSPT, font que les migrants se retrouvent parfois très seuls, donc dans une grande solitude, dans un grand désespoir. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien. Ils sont sous stress, bien évidemment, parce qu'en plus de ça, où est-ce qu'ils vont dormir? Comment ils vont manger? Voilà, c'est des questions qui sont juste de base et c'est hyper difficile. Ils sont tristes, ils sont dans une insécurité, ils se sentent rejetés par la société d'accueil. Ils venaient par exemple en France ou en tout cas en Europe pour trouver un Eldorado et du bien-être. Finalement, on les rejette. Il y a certains pays aujourd'hui qui construisent même des murs anti-migrants. Donc, c'est quand même pas facile. Ils arrivent dans des conditions difficiles et en plus, ils sont rejetés. Enfin, voilà. Ils ont les conséquences psychologiques sont très, très lourdes. Et effectivement, quand vous les accompagnez sur le terrain, c'est avant de pouvoir les intégrer, il faut déjà comprendre toutes ces difficultés. Enfin, ils n'ont pas la disponibilité cognitive pour pouvoir s'intégrer tant qu'ils n'ont pas réussi à dépasser tous ces stress, et ça prend du temps, et il faut de l'accompagnement. C'est pas rien. Voilà. Donc, dans quel contexte peut-on classer aussi les migrations des catholiques fuyant certains pays sous peine d'être, je ne vois pas la fin, massacrés? Je pense qu'ils font partie. Alors, j'avoue que là, vous me posez. En fait, je ne sais pas répondre, Jérôme. Je vais pas faire semblant. Je ne sais pas répondre. Je veux bien essayer de chercher, justement. Je vais me le noter. Mais je ne sais pas répondre. Je me le note tout de suite. Voilà, donc il y a Déborah qui répond déjà pour les chrétiens irakiens, c'est des réfugiés. Voilà, mais je pense qu'il n'y a malheureusement pas qu'en Irak qu'il y a des chrétiens qui sont massacrés. Il y a certainement dans d'autres pays. Effectivement, ça tombe sous le sens, ça tombe sous le sens, non, mais on pourrait penser que ça peut être que réfugiés, puisque de toute façon, leur droit de vie, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, on reste des humains à la base. Et c'est leur statut d'être humain qui est mis en cause. Donc, ça devrait être réfugié de toute façon. Mais je ne peux pas vous l'affirmer. Je ne l'affirmerai pas. Voilà. Donc, voilà. Dans les conséquences psychologiques, les enfants sont particulièrement touchés et vulnérables. Quand ils voyagent seuls, par exemple, les enfants, les mineurs non accompagnés, avec le stress qu'ils vivent, peuvent mal tourner et devenir des criminels. Donc, il faut vraiment qu'on les suive. Et alors, ça, c'est pas tous, heureusement, hein, bien évidemment, mais ça peut être une conséquence. Et pour ceux qui sont accompagnés de leur famille, mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'au niveau de la maturité, il va y avoir une altération de la maturation, on va dire. Effectivement, ils peuvent soit devenir des enfants surmatures, trop matures pour leur âge, ou alors ils vont rester des ados enfantins, entre guillemets, ils ne vont pas vouloir grandir. Donc voilà, donc il va y avoir vraiment une altération. Pour les jeunes, hein, pour les ados, pour les enfants, les parcours migratoires difficiles de réfugiés peuvent avoir de lourdes conséquences sur leur construction psychologique à terme. Donc voilà, donc il y a une vigilance qui est accordée, qu'il faut accorder à ces gens-là, à ces jeunes-là, sachant qu'en plus, en fait, quand vous êtes sur le terrain, on voit bien, et c'est très difficile, c'est que on est empreint de nos références, de tout ce que nous on connaît par cœur, de notre cadre culturel, de notre cadre de référence. Eux, ils ont leur cadre de référence, avec la difficulté d'arriver en France, en Europe en tout cas. Donc parfois, ça fait quand même des électrochocs, ça fait des conflits, c'est difficile. Donc voilà, c'est une adaptation, pas au long cours, mais quand même,
c'est pas facile. Et voilà, les conséquences psychologiques, elles sont à la fois pour les migrants, pour les réfugiés, mais aussi pour ceux qui les accueillent, parce que c'est terrible. En fait, on n'est pas forcément préparé à entendre et à pouvoir accompagner tout le monde. Dans les conséquences économiques, c'est la pauvreté. Les réfugiés qui arrivent en Europe et qui arrivent en France pour trouver du travail, ou en tout cas pour se réfugier déjà pour être en sécurité, ils n'ont pas de quoi vivre. Donc, c'est qu'à partir du moment où ils sont reconnus demandeurs d'asile, qui peuvent avoir une petite, qu'ils ont des aides, mais tant qu'ils sont pas, leur dossier n'est pas enregistré, ils vivent de rien et c'est très compliqué. Par ailleurs, quand ils viennent en France pour parfois, déjà, parfois, c'est de la main-d'œuvre qui est efficace pour leur pays. Alors là, quand je parle de ces gens-là, ce ne sont pas ceux dont leur vie est en danger, c'est ceux qui viennent pour gagner plus d'argent et avoir améliorer leur niveau de vie. En fait, ils peuvent appauvrir le pays d'origine, et en même temps, ils ne sont pas valorisés dans le pays d'accueil puisqu'on va les employer sur des postes sous-payés parce qu'on ne va pas reconnaître leur qualification et tout ça. Donc, et là, on rejoint encore les conséquences psychologiques. Donc, ça peut être imbriqué. En tout cas, parfois, même s'ils viennent pour s'enrichir, ça peut être un appauvrissement dans un premier temps avant d'être un enrichissement. Oui. Alors, effectivement, Jérôme, il y a un investissement qui est de plus en plus fait sur les mineurs non accompagnés. Mais c'est vrai que là, de toute façon, il y a des vraies problématiques qui sont en pleine discussion actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a la question de l'intégration et de l'immigration en France est fortement débattue à l'heure actuelle. Au niveau des conséquences socio-culturelles, en fait, les primo-arrivants vont passer par plusieurs phases. Il y a Berry, qui est un psychologue canadien, qui a montré qu'on peut avoir plusieurs phases quand on arrive dans un pays. On peut avoir, soit on accepte les valeurs du pays, soit on les accepte pas, soit on garde nos valeurs, soit on perd nos valeurs. Et en fait, on va passer par un schéma qui va être, c'est ce qu'on appelle l'acculturation. Et le système, le Berry, il a mis ça il a fait 2 dimensions. Donc, j'accepte de prendre tout ce qui est du nouveau pays où je n'accepte pas. Donc, ça fait une case, oui, non. Et je garde mes valeurs de mon pays et oui, non. Et on va passer comme ça et on peut passer par toutes les phases. Et ces phases, ça peut être la ségrégation ou la séparation, la marginalisation, l'intégration, qui est ce qu'il y a de mieux, ou l'assimilation. Et en fait, on ne peut pas dire qu'un parcours va se faire linéairement. J'arrive, d'abord, on me sépare parce qu'on ne me connaît pas. Et puis après, on va dire plutôt, je me marginalise. Après, je vais vers vers la séparation. Je me rapproche, mais enfin quand même. Après, je vais vers l'assimilation parce que je veux absolument prendre la culture du pays pour m'intégrer. Et puis après, l'intégration, où là, on fait un mélange et tout. En fait, pas du tout. Ça va passer, ça peut être dans n'importe quel ordre, mais en fait, en tout cas, une personne qui est dans un parcours de migration va potentiellement passer par toutes ces phases-là. Elle peut très bien s'être intégrée et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, elle se marginalise. Ou alors, à force d'avoir fait des efforts d'assimilation et d'être toujours rejetée par le pays d'accueil, elle se marginalise. Et voilà. Et donc, en fait, ça peut passer. C'est vraiment un système d'acculturation, comme on dit. C'est prendre la culture de l'autre en gardant. Mais les primo-arrivants, parfois, passent par toutes ces étapes. Mais bon, le but ultime, c'est d'arriver à l'intégration. Aujourd'hui, on ne parle plus d'intégration, d'ailleurs. On parle d'inclusion qui va un cran plus loin que l'intégration. Le but, c'est d'inclure les réfugiés, les personnes qui sont de toute façon primo-arrivantes et dans un parcours de migration. Voilà. Dans tout ça, dans le socio-culturel, c'est comment faire pour intégrer l'autre.
Alors, il y a plein de moyens. Je sais que dans certains pays d'Europe, et je pense qu'on commence à le faire en France aussi, certaines associations développent ça, c'est aider les réfugiés, aider et les autres migrants à s'intégrer par la culture. Et donc, c'est apprendre la langue en allant dans les musées, en décrivant des tableaux et tout ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que parfois, aller sur les bancs de l'école et apprendre prendre les 400 heures de français comme le CIR l'impose, entre guillemets, pour arriver à avoir un niveau minimum de français, c'est trop compliqué. Alors que, en fait, en étant dans un milieu un peu plus ludique, on va dire, ça permet d'apprendre la langue d'une façon un peu plus légère et moins peut-être pressurisante que d'être avec un professeur, avec voilà, une obligation et d'écrire et tout ça. Même si c'est nécessaire, bien évidemment, je ne remets pas ça en cause. Voilà, au niveau politique, je dirais que les conséquences, ça peut développer, par exemple, là, dans les pays qui construisent des murs anti-migrants, enfin, ça paraît juste fou, ça va développer des comportements racistes, xénophobes, en tout cas, qui vont être dans le rejet total de ces populations. Certains pays refusent le droit aux soins, hein, ça va très loin pour les personnes réfugiées. Il y a des pays qui font le tri des immigrants. On va garder ceux qui valent quelque chose et puis les autres. Ou alors on va prendre la main d'œuvre qui va être utile, mais en la sous-payant. Enfin voilà, il y a des pays en Europe qui ont des politiques très très dures au niveau. La France n'en est pas là, heureusement. Mais néanmoins, on voit bien qu'en France, les migrants vont être essentiellement portés, en tout cas dans leur intégration socio-professionnelle, sur les métiers qui sont en tension, comme le BTP et tout ça. Et effectivement, comme il n'y a pas besoin forcément de beaucoup parler le français, ça permet de les intégrer dans le milieu professionnel. Néanmoins, il y a des gens qui sont pas du tout à leur place, puisque certains réfugiés, certains migrants autres ont des compétences très larges, peuvent être médecins et au final se retrouvent à ne pas pouvoir exercer en France. Donc je pense qu'il y a vraiment actuellement la politique de la France, c'est d'essayer de faire des imbrications qui soient plus justes en tout cas, et que ça serve à tous en fait, hein, que ça soit profitable tant pour l'État que pour la population et que pour les réfugiés et les migrants. Justement, Valérie, je pense qu'il est important aussi de signaler que ces personnes ont eu aussi une expérience professionnelle donc, dans leur pays et donc ont des compétences. Et j'entends trop souvent justement de personnes qui méconnaissent, on va dire, ces réfugiés ou en tout cas ont plutôt envie de coller une étiquette en disant mais oui, ce sont des réfugiés, mais donc ce sont des ignorants. Or non, ils ont des compétences, ils ont parfois des diplômes donc, dans leur pays et donc justement, il faut qu'on s'appuie aussi sur les compétences qu'ils détiennent pour peut-être que ça contribue aussi à la fois à notre pays, mais à l'ensemble des humains. Tout à fait, mais complètement. Jérôme, je vois que vous dites un demandeur d'asile n'a pas le droit de s'inscrire à Pôle emploi, ne peut pas accéder à une formation ni à un contrat en alternance. Du coup, c'est extrêmement compliqué d'accompagner un demandeur d'asile pour obtenir une issue positive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, l'État développe beaucoup de programmes pour justement faire de l'insertion socio-professionnelle. Il développe des programmes de partenariat entre l'OFII et l'OFII et Pôle emploi. Et par ailleurs, il y a des partenariats entre le service public, l'OFII, l'État, de façon à ce que ça se développe. Et par exemple, l'AFPA, qui est un centre de formation, a développé il y a quelques années, j'en ai parlé justement à la fin, mais là pour le coup, on avance un petit peu, mais c'est pas grave. L'AFPA avait développé le programme HOPE, c'est HOPE, alors j'ai encore oublié, c'est hébergement, faut que je le retrouve, mais je crois que je l'ai écrit quelque part. En tout cas, ce programme a permis à des primo-arrivants de trouver du travail et aujourd'hui, ça s'est développé, c'était il y a quelques années, je crois qu'il continue encore, mais aujourd'hui, ils ont développé un autre programme et c'est toujours l'AFPA avec l'OFII, avec Pôle emploi, c'est une voie vers l'emploi. Donc, ils forment les gens sur des programmes de 200 et quelques heures où on leur apprend le français, on leur apprend un métier
à la fois théoriquement et pratiquement, et donc en fait ils vont vers l'emploi de cette façon-là. Mais Pôle emploi devient un acteur à part entière. Et voilà, Elisabeth, vous rebondissez sur ce que j'étais en train de dire, effectivement. Voilà, c'est oui, plus ça va, plus il y a l'État travaille sur l'insertion socio-professionnelle, parce que c'est vrai que c'est quelque part, c'est un peu l'avenir. Donc, on en reparlera tout à l'heure quand j'aborderai le thème, parce que c'est pour moi, je l'ai mis un petit peu dans les leviers de l'insertion des primo-arrivants et des réfugiés par ailleurs. Un étudiant. Alors, attendez. Ah oui, j'avais pas vu votre question, Jérôme. Je suis navrée. Je réitère ma question. Les chefs d'entreprise sont d'accord pour payer une taxe, mais dont le montant leur paraît exorbitant. Un étudiant qui est embauché à temps plein comporte donc une contrepartie financière de 900 €. Ouais. Bon, après, là, j'avoue que je suis pas dans je suis pas suffisamment experte dans ce qui est de l'apprentissage au niveau des aides aux sociétés. Mais effectivement, je sais que ça coûte très cher, mais voilà. Mais en même temps, c'est aussi de la main d'œuvre. Ils apprennent. Il y a un échange, je crois. Après, je rentrerai pas là-dedans. Merci Christine pour le parcours OPS, hébergement, orientation, parcours vers l'emploi des personnes réfugiées. Effectivement. Oui. En fait, Jérôme, vraiment, j'ai à cœur de ne pas vous raconter n'importe quoi juste pour répondre à vos questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, le respect, c'est, vous pouvez me poser toutes les questions, mais si je ne sais pas répondre, je préfère ne pas répondre et voilà. Je veux bien essayer de chercher, mais là, je crois que je suis pas sûre d'avoir la bonne réponse parce que, comme vous dites, il y a autant de cas d'apprentissage que voilà, c'est entre les milieux professionnels, le niveau d'études, le niveau de la durée de l'apprentissage. En fait, les coûts changent et je pense aussi que les cotisations, de toute façon, sont différentes. Et puis, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend vraiment de trop de choses. Voilà. Donc, alors attendez, je lis Ophélie ce que vous écrivez. Effectivement, ces programmes de formation sont très bien pour intégrer les personnes, à la fois développer leur niveau de français et les compétences professionnelles. Mais malheureusement, nous sommes face à des personnes qui ont vécu des formations au FI en arrivant en France, très scolaires, qui du coup leur donnent une image déformée de la formation professionnelle. Du coup, on est confronté à des personnes qui ne veulent plus entendre parler de formation et de l'orientation sur des hopes et difficiles. Ouais. Le problème de l'Office, c'est que le but, c'est aussi il faut que toutes ces personnes qui signent le contrat, qui vont être intégrées en France, signent quand même le contrat d'intégration républicaine. Malheureusement, ça passe aussi, ce sont des gens qui ont un parcours, un cursus d'enseignant probablement, ou en tout cas, c'est pas dans la formation professionnelle telle qu'elle est en train de se développer aujourd'hui, à savoir avec beaucoup d'interactivité. Je sais que quand je forme des jeunes en insertion professionnelle de mon côté, je pratique beaucoup l'interaction, le jeu, pour leur donner envie d'apprendre. Voilà. Et c'est vrai que le CIR, c'est peut-être compliqué de faire de l'interaction avec des gens qui ont du mal à comprendre le français, qui n'ont pas un niveau A1, parce que effectivement, pour trouver du travail en France, il faut quand même avoir un minimum de niveau A1. Donc, je pense que voilà, c'est comment on arrive à trouver le maillon qui fait le lien entre tout ça. Je dis pas qu'il faut être indulgent parce qu'il faut avancer, il faut aller vite. Maintenant, il y a urgence. Mais en même temps, je crois qu'on apprend tous. Je crois qu'on n'a jamais été aussi... l'intégration des réfugiés et des autres migrants n'a jamais été aussi à cœur d'une politique aujourd'hui d'intégration, des politiques. Donc, je pense que voilà, on apprend en marchant et puis vous remontez. De toute façon, je pense qu'il est hyper important que tous les gens qui sont sur le terrain remontent régulièrement. C'est peut-être pas entendu aujourd'hui, mais ça sera entendu demain. Je crois que, alors peut-être que je suis une utopiste, peut-être que voilà, je suis une optimiste, mais je veux croire que oui, on va y arriver. Voilà, c'est important. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur les conséquences ou est-ce que voilà, on peut passer à la suite? Merci Christine sur la réponse que vous avez faite à Jérôme. Alors, on continue.
Donc, on va passer aux droits, obligations et démarches des primo-arrivants pour favoriser leur insertion socio-professionnelle. Donc, dans les droits des primo-arrivants, en fait, on va se dire que les droits, ils sont les droits que nous, on a aussi. Le but, c'est ça, c'est qu'ils aient accès aux droits comme tout citoyen français. Alors, effectivement, il va y avoir un décalage, mais pourquoi un primo-arrivant et un réfugié n'auraient pas le droit à avoir le RSA? Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir accès à Pôle emploi? Pourquoi ils n'auraient pas le droit? Enfin, voilà. Donc, ça, c'est important qu'en tout cas, ils ne soient pas stigmatisés dans leur accession aux droits comme tout citoyen français. Ça évolue beaucoup. Le travail des gens sur le terrain comme vous, en fait, font que ça leur est plus facile. Voilà, vous les aidez, vous les accompagnez. C'est juste, voilà, c'est très. Enfin, moi, je trouve ça juste fantastique que des gens soient aussi dévoués dévoués, et parce que voilà, c'est pas du dévouement, il y a de la conscience professionnelle, mais voilà, il faut aussi aimer aider l'autre, et voilà, c'est ce que vous faites. Et je trouve que voilà, vous leur permettez quand même d'accéder aux droits, et c'est quand même top. Enfin voilà. L'accès à l'apprentissage, la langue, le métier. C'est important qu'ils apprennent la langue française. Donc, je vous dis, il y a plein de choses qui se développent de plus en plus. Donc, on peut apprendre la langue par des visites au musée, par la culture, par des activités, faire du sport, enfin voilà. En même temps, il y a un programme qui se développe qui s'appelle OEPRE. C'est ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Ça veut dire qu'en fait, il y a des écoles en France, des écoles primaires essentiellement, qui ouvrent en dehors des heures de scolarité des enfants, l'école aux parents, de façon à leur apprendre aussi les valeurs de la République, leur apprendre les choses, mais de façon à ce que ce soit dans le même cadre que les enfants, et que en fait, il y ait une sensibilisation, et leur faire comprendre que voilà, eux aussi, ils ont le droit de. Voilà, c'est comment on les amène à comprendre la scolarité, parce que c'est important que dans le cadre du CIR, par exemple, ils adhèrent au principe de la scolarisation des enfants en France. Donc voilà, il y a ce programme-là qui est mis en place, et a priori, ça fonctionne assez bien pour les témoignages que j'ai pu lire. Donc, c'est le programme OEPRE. Et voilà, donc certaines écoles le développent. Donc l'accès aux soins, et ça, c'est vrai qu'en France, c'est une chance quand même pour nos réfugiés. Ils ont accès aux soins, même s'ils n'ont pas encore de papier, s'ils sont dans un parcours d'obtention de papier et tout ça. Ça, c'est quand même un grand plus. Ils ont droit aussi à l'accès à l'hébergement et au logement. C'est vrai que dans un premier temps, on les met dans des CADA, c'est pas forcément un hébergement qui est peut-être de qualité, mais en tout cas très vite, dès qu'ils ont des subventions, ils peuvent avoir des indemnités, des choses comme ça, ils peuvent aller vers autre chose comme logement. Voilà, en tout cas, ils ont le droit à ça, ils ont le droit d'avoir un lieu pour dormir et ne pas se poser la question. Enfin, c'est suffisamment angoissant. On sait que c'est une vraie question cruciale pour l'intégration que d'avoir un toit sur la tête le soir et de quoi manger dans son assiette aussi. Et effectivement, le droit des primo-arrivants, c'est l'accès au travail. Alors, pour les primo-arrivants, c'est beaucoup plus complexe car chaque statut mais les primo-arrivants, Elisabeth, je mets tout le monde dans la même case. Bien évidemment que chacun est différent, mais ils ont tous les mêmes droits, je dirais. Même si le traitement est différent. En fait, tout le monde a le droit à avoir un toit sur la tête, à pouvoir travailler, à être soigné, à avoir accès à l'apprentissage, bien évidemment, après, avec des petites subtilités en fonction du statut de chacun. Mais voilà, c'est en tout cas, comme le statut de primo-arrivant dure 5 ans, il y a un moment donné, une fois que les démarches sont faites et qu'il y a un certain statut qui est reconnu, qu'ils ont leur carte de 10 ans pour les réfugiés, voilà, ils ont le droit on ne peut pas leur refuser ce droit-là, en fait. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais voilà. Voilà. Donc, ensuite, on va passer
aux devoirs. Il n'en reste pas moins que s'ils ont des droits, ils ont quand même des devoirs. Donc, ils doivent signer le CIR. Ça, c'est un engagement d'accepter les valeurs françaises et de la République et de les appliquer. S'ils ne signent pas le CIR, quelque part, ils peuvent être refoulés. Enfin, ça, c'est... voilà, ça fait partie du jeu. On vous accepte sur le territoire, mais vous acceptez d'appliquer les valeurs françaises et les valeurs de la République. Ils doivent suivre un parcours d'intégration socio-professionnelle. On voit bien qu'il y a vraiment une volonté de l'État et du gouvernement de développer leur intégration. Il faut qu'ils s'engagent à le suivre. Et souvent, on voit, pour avoir vu des reportages télévisés sur des réfugiés qui essayaient de suivre un parcours d'intégration socio-professionnelle. Ils choisissaient de travailler dans l'agriculture, mais en fait, on voyait des gens qui étaient contents parce qu'en fait, ils découvraient un nouveau métier. Alors, en même temps, ils avaient déjà des bases dans leur pays, mais voilà, ils apprenaient un métier, ils étaient fiers et ils savaient que derrière ça, ils allaient avoir un emploi, ils allaient pouvoir faire venir leur famille. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment cette volonté voilà. Et je pense que plus il y en aura qui vont réussir leur parcours d'intégration socio-professionnelle, et plus ça va dynamiser aussi les autres et ça va rendre plus facile. Bon, mais c'est toujours pareil. En fait, c'est comme dans chaque chose, il faut arriver à un point qui permette de basculer de l'autre côté, en fait. Mais pour l'instant, je pense qu'on est encore dans la phase ascendante et qu'on n'a pas trouvé le point qui permette de transformer ça de façon exponentielle. Il faut qu'ils apprennent le français. Ça, c'est nécessaire pour eux, pour leur intégration, pour bien vivre. Et ça ne touche pas que les réfugiés, ça touche tous les primo-arrivants, tous les migrants. Apprendre le français pour vivre en France, c'est nécessaire. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas d'intégration s'il n'y a pas de langue française, c'est compliqué. En France, on ne parle, même si on développe la langue anglaise, par exemple, quand même, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas encore anglais. Donc, ça coupe un petit peu le dialogue. Tous les réfugiés, tous les primo-arrivants et tous les migrants ne parlent pas forcément l'anglais non plus. Donc, il y a un moment donné pour parler. Alors oui, on parle avec les mains, on peut s'exprimer, on peut se faire comprendre, on peut faire des gestes. Il n'en reste pas moins que ça nécessite un effort et qu'il y a un moment donné, si la personne en face n'en fait pas, la personne qui accueille, elle va plus en faire. En fait, voilà. Donc ça, apprendre le français, c'est ça fait partie de leur devoir. Je dirais que c'est presque le premier, quoi. Il faut qu'ils respectent le principe de l'obligation scolaire. Ça, c'est que pour, en fait, l'intégration des adultes passera aussi par l'intégration des enfants avec d'autres petits copains et voilà. Donc ça, ils peuvent pas déroger au principe de l'obligation scolaire en France, d'où le programme OEPRE, voilà. Et le dernier point, c'est devenir autonome. Donc, ce que je vous disais, c'est que dans la pyramide de Maslow, en fait, une fois qu'on leur a permis d'être en sécurité, de pouvoir survivre, d'être en sécurité, d'avoir des liens sociaux et d'avoir une reconnaissance, eh bien, c'est d'être autonome pour pouvoir, c'est le devoir. Le but ultime du réfugié ou du primo-arrivant, c'est même pas ou, c'est du primo-arrivant, c'est de devenir autonome en tout cas, et voilà. Et ça, ça sera un parcours d'intégration réussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les devoirs ? Non. Pas pour l'instant, en tout cas. Non, pas pour l'instant. Donc, nous allons passer aux démarches. Alors, les démarches des primo-arrivants, alors même si ça tombe sous le sens, effectivement, la première chose, c'est d'obtenir un statut. Alors, j'ai mis entre guillemets légal en France en s'adressant soit à l'OFII, soit à l'OFPRA. En fait, l'OFII, c'est pour toutes les personnes migrantes et l'OFPRA, ça va être vraiment c'est vraiment orienté pour les réfugiés et pour les BPI.
voilà, puisque on leur permet d'avoir un accompagnement social et administratif renforcé, parce que voilà, pour les aider dans les démarches des premiers mois, parce qu'en fait, c'est vrai que leur parcours, c'est un parcours très complexe, très stressant, très tout. Donc, ils ont vraiment un accompagnement par l'OFPRA qui est particulier. Ça ne les empêche pas de signer le CIR, ça ne les empêche pas de, voilà, il y a dans l'OFPRA, il y a aussi, il y a l'OFI, enfin voilà, il y a tout ça qui passe ensemble. Tout est imbriqué. Par exemple, quand on va, comment dire, dans le... Oh, mince, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. En fait, de toute façon, à l'OFPRA, c'est et la préfecture et l'OFI en même temps, voilà. Et c'est, en fait, un réfugié va d'abord arriver en passant par la préfecture, qui va donc aller vers l'OFI, qui va diriger vers l'OFPRA, en fait. Voilà. Mais en tout cas, un réfugié ne passe pas tout à fait de la même façon. Autant les autres migrants ne vont pas à la préfecture tout de suite, ils vont directement à l'OFI, autant les réfugiés passent déjà par la case préfecture. Pour aller ensuite vers l'OFPRA et éventuellement, ce que je vous disais tout à l'heure, le CNDA, si l'OFPRA refuse d'attribuer un statut de réfugié. Ils doivent absolument suivre toutes les formations prescrites, donc les cours de français. Les cours de français peuvent aller jusqu'à 600 heures quand les réfugiés ou primo-arrivants sont allophones, hein, carrément. Voilà, donc ça c'est important. Allophone, c'est qui ne parle ni n'écrit le français, en tout cas une langue, la langue du pays d'accueil. Et par ailleurs, ils doivent se diriger vers les services de proximité recommandés. Ça, c'est essentiellement pour les réfugiés. Ils sont très accompagnés par l'OFPRA, donc il faut vraiment qu'ils se dirigent. Dès qu'on leur dit qu'il faut aller à tel endroit, il faut qu'ils y aillent, parce que sinon, derrière, c'est vrai que ça prend du retard dans leur démarche. Voilà pour les démarches. En tout cas, est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous qui êtes sur le terrain, que j'aurais pu oublier? Alors, attendez, Jérôme. Dans le Jura a été créé un comité des réfugiés permettant de simplifier au maximum les démarches pour le public, mais aussi pour les structures d'insertion et sensibiliser les entreprises. Démystifier ce qui est perçu comme une pieuvre. Et oui, ça, c'est clair que c'est nécessaire, puisque même nous, quand on cherche une information, c'est parfois très, très compliqué. Parce qu'il faut commencer par... alors, parfois, il faut aller au SPADA, parfois, il faut aller au PADA. Et si on ne sait pas tout ce que c'est, ça devient vite compliqué. Et puis, en passant par la case Gouda, enfin là, je plaisante, enfin, je grossis le trait, mais c'est vrai que c'est tentaculaire, et c'est difficile pour quelqu'un qui ne parle pas le français, qui n'est pas... et même pour les professionnels du travail social. Bien évidemment, vous connaissez ça par cœur, mais ça peut être vite chronophage et ça peut être vite compliqué. Bien évidemment, mais je trouve que c'est une très bonne initiative, en tout cas, Jérôme, de ce que vous avez fait. Voilà pour les démarches. Je vais faire un petit zoom sur le statut des réfugiés, sur l'intégration des réfugiés. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la DIER, qui est donc la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Et elle a mis donc une stratégie nationale en place pour l'intégration des réfugiés qui s'organise autour de 7 axes. Donc, je vous les ai rappelés. Donc, le pilotage, et donc là, on voit bien que la volonté du gouvernement est de mettre... d'engager les élus locaux et dans l'intégration, dans le processus d'intégration des réfugiés et la contractualisation avec les métropoles volontaires, ainsi que le développement d'études et de recherches sur le public réfugié. Récemment, je suis intervenue sur la fracture numérique pour les primo-arrivants, et on voit bien que là, même la DIER a mis en place des startups carrément pour développer des façons de faire ultra rapides, mais des startups d'État, hein, bien évidemment, pour aller au-delà de la fracture numérique, et comment faire
pour que les réfugiés puissent avoir accès à l'Internet et à tout ce qui est numérique. Parce que même s'il y a 13 millions de Français en France qui sont en fracture numérique, autant dire que les réfugiés font partie des plus mal lotis. Donc voilà, ils sont en train de mettre en place tout un programme justement pour les intégrer là-dedans. Avec des programmes de reconditionnement de matériel à des prix privilégiés, des forfaits privilégiés. Enfin voilà, il y a une grosse étude de fait là-dessus. Donc il y a vraiment, l'ADIER est en train de travailler d'arrache-pied, je dirais, sur l'intégration à tout niveau des réfugiés et des primo-arrivants. Donc, il travaille sur un parcours d'intégration renforcé avec la rénovation du CIR. Donc, je pense qu'il y a des difficultés, entre guillemets, comment dire, c'est pas des difficultés, mais ils se rendent bien compte que peut-être que le CIR, qui était bien il y a quelques années en arrière, parce que maintenant il commence à dater, il faut peut-être le remettre un petit peu au goût du jour. C'est vrai que le numérique change un peu la donne. Donc, voilà, c'est comment on fait. Et voilà, ils ont donc décidé de travailler là-dessus. L'amélioration de la maîtrise de la langue française et l'accès à la formation et à l'emploi, là, on se rend bien compte que c'est le seul moyen d'intégrer les gens. C'est qui parlent français, donc il faut les aider et qu'ils soient formés et qu'ils trouvent un emploi. Oui, Réfugiés Info, ça, c'est vraiment un site très riche qui est effectivement en plusieurs langues. Et où même les réfugiés peuvent aller trouver des informations. Il y a eu un autre site qui a été fait au niveau de la fracture numérique, je fais une petite digression, qui s'appelle Solidarité numérique, qui a été mis en place pendant le confinement et qui est accessible à tous par téléphone, et ils ont même développé des tutos pour l'utilisation du numérique. Donc voilà, c'est pareil. Voilà, c'est l'ADIER qui a mis tout ça en place, et c'est vrai que c'est très... Enfin, voilà, l'ADIER en ce moment travaille vraiment, vraiment d'arrache-pied. Maintenant, ils mettre le point donc sur la garantie d'accès au logement par captation des logements à hauteur des enjeux en s'appuyant sur le pôle migrant de la DIAL. En fait, c'est vraiment l'hébergement. Donc, en fait, ils croisent les données. En fait, ils essayent maintenant de ne plus travailler en vase clos entre chaque délégation, mais au contraire de faire des synchronisations et pour être beaucoup plus efficace. Donc, l'amélioration de l'accès aux soins avec des bilans de santé le plus tôt possible, la prise en compte des besoins d'interprétariat et de prise en charge des questions de santé mentale. Là, on parle effectivement des gens qui sont en SSPT, le syndrome de stress post-traumatique, le syndrome d'Ulysse, parce qu'en fait, parfois, on ne le voit pas et en fait, on perd les gens qui peuvent tomber dans des dépressions profondes et finir même, et finir par mettre fin à leur jour parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. L'amélioration de l'accès aux droits des personnes réfugiées, ça c'est vrai que c'est aussi, même s'ils ont déjà un accès, c'est qu'en fait, il faut qu'on les aide à y aller. Ça, c'est important. Le développement des liens entre les réfugiés et la France à travers la mobilisation des jeunes. Effectivement, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, les services civiques travaillent de plus en plus. Les jeunes d'aujourd'hui, je dirais ils commencent à comprendre que, c'est pas qu'ils commencent à comprendre, ils sont sensibilisés à l'interculturalité, ils sont très habitués à discuter avec plein de gens, justement parce que dans leurs études, ils rencontrent plein de nationalités différentes. Les enfants à l'école publique, il y a plein d'enfants différents et les enfants ne font pas de différenciation raciale, entre guillemets. Un enfant est un enfant. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et voilà, donc l'accès au sport, l'accès à la culture, il y a des plateformes numériques. En fait, l'ADIER en ce moment fait vraiment un travail énorme sur l'intégration des réfugiés. C'est vraiment un point important. Est-ce que vous avez des questions sur ce Zoom, sur ce point-là? Je vois que ça descend. Christine, je pense que vous regardez en même temps, donc... Donc, il y a Déborah qui apparemment oui. a des questions. Oui, le problème, c'est... oui, j'imagine que vous êtes démunis. Je pense que c'est... Je ne sais pas quoi vous dire parce que en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup des structures particulières. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, peut-être justement, on parlait tout à l'heure... Oui, Christine. Oui, justement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous aider, c'est que justement le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme téléphonique d'écoute et de soutien
à destination des personnels accompagnant les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc, c'est une plateforme qui permet effectivement, donc vous en tant qu'acteur, de pouvoir poser vos questions, peut-être avoir donc des réponses justement aux difficultés que vous rencontrez dans le cadre de l'accueil et donc d'avoir des réponses ajustées et surtout un soutien parce que bon, visiblement cette plateforme est quand même conçue dans l'idée de soutien. Donc, je pense que c'est hyper important. Donc, je vous mettrai l'information après que Valérie a terminé. J'avais prévu donc de vous en donner l'information. Alors, Léa, je vois le CIR, je pensais que c'était le contrat d'intégration républicain. Ah oui, c'est toujours le contrat d'intégration républicain. Si j'ai fait une faute en le disant, c'est que je me suis emmêlé les pinceaux, mais non, non, vous avez raison. Par contre, ils sont en train de travailler pour le rénover. Parce que, en fait, je pense que, voilà, il arrive à un moment donné où peut-être qu'il y a des choses qui sont plus tout à fait ajustées. J'avoue que je l'ai lu il y a très longtemps, donc je me souviens plus de tout. Mais voilà, il est en train, en tout cas, je pense qu'ils vont essayer de le modifier. Tout change en ce moment, tout change très vite. Et justement, avec ce besoin d'accentuer l'intégration des réfugiés, en tout cas de travailler sur le public des réfugiés, il y a cette importance de retravailler le CIR. Peut-être qu'il n'est pas accessible sur les valeurs fondamentales qui sont développées dedans. Peut-être que c'est trop littéraire, trop juridique. Enfin, très honnêtement, je me souviens pas, je l'ai pas relu. Il y a longtemps que je l'ai pas lu. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'il y a un retravail dessus de façon à le rendre accessible, parce que c'est vrai que signer un document sans en comprendre les tenants et les aboutissants, ce n'est pas aider à intégrer les personnes, en tout cas. Voilà. Et par ailleurs, donc Christine, vous allez donner ce lien. Mais je vais rebondir encore sur l'intervention d'Élan là dans une dizaine de jours. Élan interculturel, enfin, l'intervenante, c'est Cécile Stola, qui est psychologue en interculturalité, et elle vous parlera probablement de résilience. Enfin, voilà, peut-être qu'elle va que l'effleurer, mais en tout cas, elle vous parlera de ça. Donc peut-être elle vous donnera, si vous assistez à ce webinaire, vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Et voilà, je pense qu'elle en parlera. Alors, Aurélie, en Normandie, nous avons une association Thérapsie qui prend en charge, spécifiquement les migrants et BPI, mais je ne sais pas si des structures identiques existent au niveau national. Peut-être pas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en région et oui, beaucoup de choses sont faites en région, comme dans le Jura, comme disait Jérôme, comme voilà, ce qui sont des initiatives hyper riches. C'est vrai que si ça pouvait être développé et peut-être partagé au niveau des régions, mais en fait, justement, ces webinaires servent aussi à ça, c'est faire des échanges. En plus, vous pouvez les remonter après. Plus on croise les informations de région à région, plus on s'enrichit, et même au niveau national, peut-être, même s'ils font des points sur ce qui existe, peut-être qu'il y a des choses qui passent entre les mailles du filet et qu'ils ne voient pas tout, et que voilà, il faut encore travailler cela. Christine, vous avez vu le mail d'Ophélie, enfin le petit mot d'Ophélie qui dit qu'elle ne voit pas le lien pour s'inscrire sur le site. Oui, alors bon, je vais vous donner l'information juste après, donc en partage d'écran, comme ça vous aurez toutes les infos. Et puis sinon, donc c'est sur le site le site Amphore. Mais bon, c'est vrai que comme le site est nouveau, donc vous serez peut-être un peu perdu pour retrouver les informations. Donc cliquez sur se professionnaliser et normalement toutes les informations y figurent. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à peut-être sauvegarder les liens que vous mettez entre vous, qui vous permettent aussi d'avoir des compléments d'information. Voilà, c'est toujours intéressant. Et pour finir, je vais vous parler donc des leviers, parce que là on arrive au terme du webinaire. Donc je vais vous parler des leviers d'intégration des primo-arrivants. Donc là c'est un petit peu plus large, mais on en a déjà un peu parlé tout le temps. Les leviers, c'est de la formation civique, c'est donc le partage des valeurs de la société française et la participation à la vie de la société. Je pense que voilà, si on peut développer toutes ces formations civiques qui soient faites d'un point de vue
comment dire, qui soit faite sur un niveau non pas juridique, mais ludique, enfin voilà, de façon à ce que les primo-arrivants, les réfugiés, enfin tout le monde puisse comprendre les valeurs de la société française et ce qu'on y défend. Voilà, plus ça peut se développer et voilà, et mieux c'est en tout cas. L'apprentissage du français, ça c'est hyper important. Enfin voilà, j'insiste là-dessus, mais c'est important. Donc depuis 2019, le volume d'heures de cours a été augmenté. Enfin, il y a eu un doublement pour les étrangers s'installant légalement en France, notamment pour les réfugiés, pour soit 400 heures, avant c'était 200 heures, voire 600 heures pour les publics allophones. Donc 600 heures de français, effectivement, ça peut être vite rébarbatif. Mais en même temps, tout dépend de comment c'est fait. Bon, je sais que dans les cours de FLE qui sont dispensés par par des bénévoles, il y a beaucoup de jeux, d'interactions et finalement, il y a les primo-arrivants prennent plaisir à apprendre le français. Des activités culturelles, clairement, les activités culturelles, c'est aussi un levier assez, je dirais, génial, parce que c'est une façon d'apprendre la langue qui n'est pas orthodoxe, on va dire, je sais pas. En tout cas, qui va permettre d'apprendre plus facilement, plus ludiquement. Alors, il y a des visites au musée, mais ça peut être aussi des visites dans les jardins, voilà, pour apprendre le nom des fleurs, pour apprendre tout ça. Et ce qui fait que ça permet de pas d'être et en même temps, les échanges autour de ces thèmes-là vont permettre d'apprendre d'autres mots. Et peut-être c'est moins compliqué pour les primo-arrivants qui ne sont pas forcément disponibles cognitivement à écrire. En plus, certains ne savent pas écrire. Voilà. Donc, en fait, c'est une façon plus ludique en tout cas. Et donc, l'insertion professionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le partenariat OFI-Pôle emploi. Il y a une charte État, service public de l'emploi, le programme HOPE, une voie vers l'emploi de l'AFPA. En fait, tout cela, c'est vraiment fait pour aller plus loin dans l'intégration des primo-arrivants. Je vous mettrai le lien du site du ministère de l'Emploi au niveau de l'insertion professionnelle, puisqu'ils expliquent exactement ce qu'est le partenariat OFI-Pôle emploi, la charte État service public de l'emploi, et puis aussi le programme de apprendre le français pour s'intégrer et tout ça, qui s'appelle le PIAL. Donc voilà. Donc je vous montre juste le programme HOPE, en quoi il consiste, qui dure 8 mois. Hein, le programme qui avait été construit, il dure 8 mois. Donc, c'est avant l'entrée en formation, c'est quand même des cours de FLE pour atteindre quand même le niveau A1, parce que sinon, ça va être compliqué de suivre une formation. La découverte des métiers. Alors, l'AFPA, ils sont essentiellement dans le bâtiment, enfin, essentiellement, pas que, hein, mais il y a une grosse partie de formation sur les métiers du bâtiment. Le positionnement. Ensuite, dans le centre AFPA, il va y avoir des cours de français, mais plus à visée professionnelle, une formation métier, de l'hébergement, de la restauration et de l'accompagnement social et citoyen, donc ils sont très accompagnés. Et derrière cela, il y a l'emploi. Et je vous ai mis le lien d'ailleurs, parce que c'était un programme qui a très, très bien fonctionné. C'était développé en 2019 et je crois qu'il continue aujourd'hui. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a un autre programme qui est le programme Une voie vers l'emploi. Et pareil, c'est un rythme de 2 jours par semaine pendant quelques mois. Et il y a 220 heures de cours. Et de la même façon, je vous ai mis le lien que vous aurez et que vous pourrez découvrir ensuite. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas. Si vous avez des questions, je suis là. Christine aussi, et je suis à votre écoute. Bien, merci beaucoup Valérie. C'est vrai que c'était extrêmement riche. Donc, pendant que les personnes réfléchissent à d'éventuelles questions, je voulais donc juste vous partager deux informations, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà.
Donc ça, c'est l'information sur la plateforme téléphonique d'écoute et de soutien à destination des personnels accompagnant les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc voilà, de toute façon, je vous envoie le lien également pour que vous ne le perdiez pas. Mais bon, de toute façon, le document vous sera envoyé sans problème. Sinon, j'ai encore une information à vous transmettre, c'est celle de la prochaine séance. Alors, avec Élan Interculturel. Donc, c'est un travail de partenariat que 5 Carif RF ont fait dans le cadre donc d'une réponse à un appel à projet par la Diane. Et donc, on s'est penché sur le thème de l'interculturalité. Il y a donc 2 sessions. La première étant plutôt sur effectivement comprendre le primo-arrivant dans un contexte interculturel. Et la seconde session, donc la première session, c'est le 25 juin de 14h à 16h et c'est en visioconférence. Donc là, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc voilà. Et puis donc la seconde session aura lieu le 23 novembre, où là, il sera question plutôt d'adopter une posture, on va dire, interculturelle, justement en tant qu'accompagnateur, de façon à faire face à tout ce qui vient d'évoquer Valérie, notamment sur le comportement de ces réfugiés, et puis surtout en comprendre les conséquences et en comprendre les causes. Donc voilà, et donc vous donner les clés pour pouvoir vous adapter au mieux, faire face à tout cela. Voilà. Je vous demande également donc de ne pas oublier de répondre au sondage si c'est possible, parce que bon, comme ça nous permet de voir aussi si vous avez un besoin autre. Mais sinon, n'hésitez pas à me recontacter et faire remonter vos besoins de professionnalisation. On est là pour ça, pour vous donner l'information au maximum. Je dirais qu'à partir de septembre, on va organiser 2 sessions sur présentation, on va dire, de l'offre de formation à destination des primo-arrivants, et avec donc les dispositifs. On vous donnera l'information au fur et à mesure, n'ayez crainte. Et puis bien pour conclure, je vais remercier infiniment Valérie, parce que bon, la quantité d'informations qui est relativement complexe pour comprendre tout ce système autour des primo-arrivants. Un grand merci pour la clarté et la précision des informations. Donc j'espère que ces informations vous permettront d'y voir un peu plus clair sur les différents statuts, sur les conséquences psychologiques de ces personnes primo-arrivants, et de mieux identifier les démarches pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Car bon, évidemment, c'est bien l'objectif que l'on a tous à cœur dans ce cadre. Je vous remercie encore tous d'avoir posé toutes les questions que vous avez pu avoir. Vous avez été très rigoureux, et donc j'espère que Valérie surtout a pu répondre à tout ce que vous attendiez. Valérie, merci encore. Merci à vous, Christine. Merci à vous tous et toutes. Merci pour vos interventions. Merci pour vos précisions. Enfin voilà, c'est pas forcément facile un webinaire, parce que moi qui aime le contact, je trouve que voilà. Mais en fait, vous avez joué le jeu. Merci vraiment, parce que c'était très interactif. En tout cas pour moi, je me suis sentie moins seule. Et puis bon, Christine était un grand soutien. Merci Christine. En tout cas, merci pour votre confiance. Merci, et avec plaisir. Donc je vais finir de compléter avec quelques. Je vais compléter le support, comme ça Christine pourra vous l'envoyer derrière. Voilà. Merci à vous tous et toutes. Merci Christine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.